Bonjour à tous, ici Marc pour une nouvelle édition Tech. Je suis ravi de retrouver Sophie avec nous aujourd'hui. Salut Marc et bonjour à tous nos auditeurs. Sophie ici, prête à plonger dans les sujets passionnants de cette semaine. Aujourd'hui, nous abordons la militarisation de l'espace par la Russie, la prochaine Xbox Helix et l'essor inquiétant des kits de phishing. On disait l'espace pacifique. Faux. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir placé des satellites poupées russes, armés en orbite. Ces satellites, capables de libérer d'autres plus petits, peuvent s'approcher des satellites espions américains. Le programme russe, appelé Nivelir, a transformé des essais en déploiements opérationnels. Le général Stephen Whiting affirme que ces systèmes ne sont plus en phase de test. Alors, que se passe-t-il vraiment là-haut? C'est assez inquiétant, Marc. Pourquoi la Russie mise-t-elle sur ses satellites armés? Un moyen de compenser ses limites militaires classiques, tu penses? Le général Whiting mentionne que c'est pour équilibrer les forces par des leviers comme le cyber et l'espace. Mais est-il vraiment crédible de penser qu'il pourrait toucher des satellites GPS ou de communication stratégique? Effectivement, Sophie, toucher un satellite, c'est toucher des capacités cruciales comme la navigation GPS et la surveillance. Historiquement, l'espace a toujours été un terrain de jeu stratégique. La Russie n'est pas seule à avancer ses pions. La Chine, par exemple, adopte une stratégie différente, proche de celle des États-Unis. Elle multiplie les satellites et améliore le renseignement. Chaque pays cherche à dominer cette nouvelle frontière. Oui, mais il y a un risque majeur. Détruire un satellite crée des débris qui peuvent affecter tous les acteurs spatiaux. On ne peut pas ignorer l'aspect global des conséquences d'une telle escalade. Comparé à la stratégie plus conventionnelle de la Chine, les méthodes russes semblent plus agressives, non? Peut-on parler d'une course aux armements dans l'espace? Tu as raison de souligner ce danger, Sophie. Les États-Unis maintiennent une vigilance constante via des radars et télescopes pour suivre ces satellites. En 2020, un test russe a projeté un objet à grande vitesse, démontrant une capacité potentiellement offensive. Cependant, aucun satellite russe ne s'est approché à moins de quelques dizaines de kilomètres des satellites américains jusqu'à présent. Un équilibre précaire, mais pour combien de temps? Donc tu dis qu'on est à la merci d'une étincelle dans ce contexte tendu? Voyons Marc, quel serait l'impact concret pour nos auditeurs si un conflit éclatait dans l'espace? Perte de communication, perturbations GPS, ce sont des aspects cruciaux de notre vie quotidienne. Comment les gouvernements comptent-ils protéger ces infrastructures vitales? Absolument, Sophie. Les implications d'un conflit spatial touchent directement nos technologies quotidiennes. Les gouvernements investissent dans la surveillance et la défense de leurs satellites. Mais, en réalité, ce ne sont que des mesures temporaires. La coopération internationale serait l'idéal pour éviter une militarisation de l'espace. En attendant, la surveillance reste notre première ligne de défense face à ces menaces émergentes. On retiendra ça. L'espace devient une arène complexe et les enjeux sont énormes. Marc, parlons maintenant de Xbox Helix. Puissance, prix, jeux, sortie, tout ce que l'on sait sur la console next-gen pour changer un peu de registre et aborder un sujet plus léger mais tout aussi captivant. Microsoft vient d'annoncer sa prochaine console, la Xbox Helix, qui promet de redéfinir le jeu vidéo avec des performances de pointe. Depuis le lancement de la Xbox Series S et X en 2020, la firme a perdu du terrain face à la concurrence. Avec la Xbox Helix, Microsoft ambitionne de bouleverser le marché en proposant une console hybride, alliant les caractéristiques d'un PC et d'une console traditionnelle. Ah, c'est intéressant. Mais est-ce que Microsoft ne prend pas un risque énorme en s'écartant des consoles de salon classiques? On sait que la Xbox a déjà perdu du terrain, alors pourquoi se lancer dans cette direction hybride? Parle-moi plus de cette stratégie et de ce qu'elle implique pour les joueurs. Project Helix, officialisé par Asha Sharma, la nouvelle présidente de Microsoft Gaming, vise à créer une console qui intègre Windows, à l'image de la ROG Xbox Ally. Ce choix rapproche la console d'un PC, s'appuyant sur un partenariat avec AMD pour offrir une puissance inégalée. Microsoft compte sur l'architecture AMD Zen 6 et le GPU RDNA 5 pour booster ses performances, avec des caractéristiques comme le ray tracing
et le FSR Diamond. Ok, mais comment cela se compare-t-il à des concurrents comme Sony qui, semble-t-il, se dirigent vers une PlayStation 6 plus traditionnelle? La complexité d'une console hybride ne risque-t-elle pas de freiner les joueurs habitués à une expérience plus simple et directe? C'est justement là que réside le défi. Microsoft souhaite élargir l'expérience utilisateur en offrant une compatibilité avec l'écosystème PC. Par exemple, la Helix pourrait permettre d'accéder à sa bibliothèque Xbox et PC depuis n'importe quel écran. D'autres entreprises, comme Valve avec la Steam Machine, ont tenté des approches similaires. Cela dit, le prix et la pénurie de mémoire vive, exacerbés par la demande en IA, restent des obstacles majeurs. D'accord, mais concrètement, pour un joueur qui regarde ça de chez lui, ça veut dire quoi? Va-t-il devoir investir beaucoup plus pour s'offrir cette nouvelle console? Et comment cette pénurie de mémoire pourrait-elle affecter les consommateurs, surtout avec les coûts qui grimpent? Effectivement, Sophie, la Xbox Helix pourrait être au-delà des tarifs traditionnels des consoles de jeux. La pénurie de mémoire DRAM, causée par la demande croissante en IA, a fait grimper les prix, impactant les coûts de production. Microsoft pourrait devoir répercuter ces coûts sur le prix de vente. Néanmoins, l'intégration de technologies comme le FSR Diamond pourrait justifier un investissement plus élevé pour les joueurs avides de performance. Bon, ça illustre bien le tournant que prend Microsoft dans le secteur du gaming. C'est une stratégie audacieuse qui pourrait bien redéfinir l'avenir des consoles. Marc, parlons maintenant de ce kit de phishing qui fait trembler les experts. On dirait que le monde de la sécurité a aussi son lot de bouleversements. Kratos, une nouvelle menace dans le monde des cyberattaques, fait trembler les experts en sécurité. Ce kit de phishing, qualifié de Phishing as a Service, propose des outils malveillants directement hébergés dans le cloud. Avec sa capacité à lancer des campagnes sans nécessité de compétences en codage, Kratos devient accessible à des personnes mal intentionnées. Découvert par KnowBe4 Threat Labs, ce kit est une évolution des outils utilisés pour voler des données et installer des malwares. Mais il se concentre désormais sur la collecte d'identifiants. C'est alarmant, surtout sachant qu'il ne nécessite pas de compétences techniques. Comment Kratos parvient-il à récupérer des informations sans être détecté? Je veux dire, il doit bien y avoir des systèmes pour contrer ce genre d'attaque, non? Et puis, cette séparation entre les pages de phishing et le stockage des données, est-ce vraiment si innovant? On dirait que les attaquants ont toujours une longueur d'avance. En effet, Kratos utilise une architecture où les pages de phishing sont séparées du stockage des données. Ainsi, même si une page est supprimée, les informations restent accessibles aux attaquants. En plus, il intègre des protections comme le filtrage du trafic et le blocage des VPN pour éviter les analyses. Ce qui le rend encore plus redoutable, c'est l'envoi des données volées via l'API de Telegram, se fondant dans un trafic chiffré légitime. C'est un véritable défi pour les systèmes de sécurité actuels. Donc, ce kit s'adapte constamment pour échapper à la détection. Mais avec une telle sophistication, pourquoi les entreprises n'ont-elles pas encore trouvé de moyens efficaces pour le contrer? D'autres kits de face ont également émergé, non? Il semble que l'industrie soit toujours à la traîne face à ces nouvelles menaces. Ça me rappelle les défis constants du secteur face au ransomware. Effectivement, le nombre de kits FAS a doublé en 2025, et Kratos n'est qu'un exemple parmi d'autres. Des campagnes utilisant cet outil ont été identifiées dans plus de 20 pays, avec une forte présence aux États-Unis. Cependant, certaines entreprises commencent à développer des solutions plus robustes, en s'inspirant de modèles de sécurité existants dans d'autres secteurs. Par exemple, la détection d'anomalies comportementales gagne en popularité pour identifier ce type de menaces. Tu penses que ces nouvelles approches seront suffisantes pour protéger les utilisateurs? Pour le moment, qu'est-ce que ça signifie pour un utilisateur lambda ou même pour une petite entreprise? Les conséquences peuvent être énormes si leurs données tombent entre de mauvaises mains. À part renforcer nos mots de passe, que peut-on vraiment faire pour se protéger contre ces menaces toujours plus sophistiquées? Pour les utilisateurs, la vigilance reste essentielle, mais ce n'est pas suffisant. L'éducation à la cybersécurité et l'adoption de solutions comme l'authentification à 2 facteurs sont cruciales. Pour les entreprises,
renforcer les protocoles de vérification des emails et l'analyse proactive des menaces deviennent impératifs. Les experts recommandent aussi la création de campagnes de sensibilisation interne pour mieux préparer les employés aux scénarios d'ingénierie sociale employés par des kits comme Kratos. Si on prend du recul sur ces 3 sujets, il est clair que la lutte contre les cyberattaques est loin d'être terminée. Les menaces évoluent constamment et il est crucial que les entreprises, tout comme les utilisateurs, restent informés et adaptent leur stratégie de sécurité. Bien que des outils comme Kratos posent un sérieux défi, ils mettent aussi en lumière l'importance d'une sécurité proactive et de l'éducation continue. Rester en veille est notre meilleure défense pour l'avenir. Ces enjeux montrent bien comment la technologie façonne notre futur. Restez vigilants et informés. Exactement, Sophie. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.